Aujourd'hui, nous sommes en mai et le mois de mai, c'est un mois un peu spécial en finance puisqu'il a laissé place à un dicton très célèbre, le fameux Sell in May and go away. Donc littéralement, de tout vendre en mai pour revenir en octobre. Et je te propose de venir avec moi tout simplement tester ce dicton, le mettre à l'épreuve des données réelles, fiables et chiffrées afin de voir ce que ça pourrait donner pour nos investissements et tu verras que moi j'ai eu un résultat très curieux qui pourrait donc bien nous donner place à des opportunités pour nos investissements. Bon, déjà quelques mots sur l'origine de ce dicton. Il nous vient de pas si loin de chez nous puisqu'il vient du Royaume-Uni, plus précisément de Londres, où les aristocrates et les financiers de Londres avaient pour habitude de revendre tout en mai pour partir en vacances et revenir en octobre. C'était plus une habitude, on va dire, que une espèce de timer le marché pour essayer de gagner un peu plus. Et c'est revenu un peu dans le goût du jour parce qu'aux US, on s'est aperçu qu'il y avait une certaine forme de véracité sur une certaine saisonnalité de marché. Et donc, grosso modo, que les marchés fonctionneraient mieux entre octobre-novembre jusqu'à avril-mai que entre mai jusqu'à septembre-octobre. Et l'intuition qu'il y a derrière, si tu veux, c'est que quand les beaux jours arrivent, les gens commencent à planifier leurs vacances, se détachent un peu des marchés, partent en vacances aussi, reviennent en septembre-octobre. C'est là qu'ils reviennent un petit peu investir et c'est là que les marchés sont donc le plus efficaces. C'est l'intuition. Et comme tu sais, en finance, on se contente pas simplement d'intuition et de dicton, on aime bien aussi regarder les statistiques. Et là, par exemple, si je prends Fidelity, l'un des plus gros gestionnaires d'actifs aux US, on nous dit que effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, donc depuis 1945, on constate que entre mai et octobre, la rentabilité serait des marchés du Standard & Poor's 500 de 2%, contre une rentabilité 3 fois supérieure pour l'autre période, donc de octobre jusqu'à mai. Alors moi, j'ai creusé un petit peu cette histoire, j'ai essayé de comprendre la raison de pourquoi il y aurait une telle saisonnalité sur les marchés, et je suis pas allé bien loin parce que je suis allé sur Wikipédia qui nous disent qu'en plus que l'effet serait le plus marqué en Europe. Alors c'est assez surprenant une saisonnalité sur les marchés, pourquoi ? Parce que ça semble, comme le dit ici Wikipédia, invalider la fameuse hypothèse d'efficience des marchés qui dit que toute l'information connue est déjà contenue dans les prix et que donc il n'y a pas vraiment d'opportunité d'arbitrage. Pourtant, Wikipédia nous dit que l'effet serait le plus marqué en Europe. Et justement, comme j'ai pas beaucoup trouvé de statistiques relatives à l'Europe, je me suis dit que j'allais le faire moi-même et te les montrer à toi. Et tu vas voir que les résultats sont surprenants. En tout cas, moi, je suis très curieux de ces résultats-là, en tout cas sur l'Europe. Donc, petit point méthodo très rapide, je te montre pas le code en soi, mais juste pour te parler de méthodo, je suis allé récupérer les données du Stoxx 600, donc les 600 plus grandes entreprises européennes. Je les ai classées en deux groupes, entre mai et septembre, entre octobre et avril, et j'ai regardé un peu la distribution des rendements mensuels. Et j'ai fait exprès de regarder les rendements mensuels et pas le rendement de la période totale. Pourquoi ? Parce que les deux périodes n'ont pas le même nombre de mois. Là, ici, j'ai regardé entre octobre et avril, et l'autre période entre mai et septembre. Et il y en a un qui fait 7 mois et l'autre qui fait 5. Donc comme c'est pas la même période, je pouvais pas les comparer. Forcément, il y en a un qui a plus de temps pour faire de la performance et l'autre qui a moins de temps. Donc j'ai préféré regarder au mois. Et là, ce que je vois, c'est quand même stupéfiant. C'est-à-dire qu'effectivement, il existe une saisonnalité, en tout cas sur le Stoxx 600, puisque, comme on peut le voir avec la médiane, donc 50% du temps au-dessus, 50% du temps en dessous, elle est à 0,39% entre mai et septembre contre plus de 1% entre octobre et avril. Ça peut te paraître être des petits chiffres comme ça, mais en réalité, quand même, on a une médiane qui est plus de 2 fois supérieure sur la période bleue, donc sur la période entre octobre et avril. En plus, on constate aussi que les plus bas sont plus marqués sur la période entre mai et septembre et que les plus hauts sont plus marqués sur la période entre octobre et avril. Donc il y aurait potentiellement une opportunité d'arbitrage ici, c'est-à-dire qu'effectivement, si on reste sur le marché sur la bonne période, la période bleue, et qu'on sort du marché, potentiellement, on pourrait faire un bon arbitrage entre rendement, risque, et même améliorer nos rendements. Et c'est ce que je te propose de regarder avec moi tout de suite. Donc là, on va comparer simplement 1000 € investis sur le Stoxx 600 en 2010 et 1000 € investis sur le Stoxx 600 en 2010, mais on revend en mai. Tu vas voir, c'est très visuel, tu vas vite comprendre. Donc là, tu vois qu'on vend déjà en mai, donc c'est pour ça que c'est un petit peu flat, là, comme ça, paf, on revend en mai, et là, on voit qu'effectivement, le sell in May and go away, donc ce fameux dicton, a l'air de bien marcher en Europe. Donc je vais le laisser jusqu'à la fin pour voir la performance finale. Voilà, donc là c'est quand même assez surprenant parce que quand même on a les 15-16 dernières années et effectivement on voit que Sell in May and Go Away a l'air de fonctionner en Europe. Alors je me suis tout de suite challengé sur ce résultat-là, je me suis dit est-ce que c'est pas normal ? Est-ce que c'est pas l'effet du hasard, pardon ? Par exemple, ici, on a eu un événement avec la crise des dettes souveraines en Europe qui peut expliquer ça, parce que forcément, quand il y a une crise, quand tu vends, t'es forcément mieux que de rester investi. Donc, je te propose de regarder ce que ça donne, par exemple, après 2012, quoi. Et là, on voit que, là, pour le coup, c'est le lump sum qui gagne, mais cependant,
ils gagnent pas de beaucoup. Hein. Ça veut dire que de partir sur le marché 5 mois sur les 12, quasiment donc plus de 40% du temps, c'est pas si pénalisant que ça. Et par rapport au risque que ça t'enlève, c'est quand même un bon trade-off, je trouve. Mais là, tu vas me dire, oui, mais moi, j'investis pas en lump sum, j'investis en DCA. Mais il n'y a pas de souci, on va le faire aussi en DCA. Et là, tu vois qu'en DCA, l'écart, il s'est réduit même par rapport au lump sum. C'est-à-dire que là, vraiment, on n'a plus beaucoup d'écart. Donc là, c'est vraiment un bon trade-off, moi, je trouve, en tout cas, entre risque et rendement. Je l'ai pas dit, hein, je préfère le préciser maintenant. J'ai appliqué un taux d'intérêt à 3% si tu sors en mai. Voilà, parce que tu as du cash, donc tu peux peut-être trouver un compte à terme ou quelque chose qui te fait du 3% par an. On arrive à pas grand-chose du DCA, hein, c'est-à-dire qu'on le bat pas, d'accord, mais on n'est pas si loin que ça. Hein. Mais là où c'est le plus surprenant pour moi, c'est quand on compare avec les États-Unis. Là, quand on compare avec les États-Unis, il n'y a pas photo du tout là. C'est-à-dire qu'en fait, tu aurais perdu quasiment la moitié de la performance en faisant le sell in May and go away aux États-Unis. Et moi, la question que ça me pose, c'est de me dire, mais pourquoi ça marche presque? Et puis pour moi, ça marche, hein, si on regarde d'un point de vue rendement-risque, le ratio rendement-risque, pourquoi c'est intéressant en Europe et pourquoi aux États-Unis ça représente juste un coût d'opportunité immense. Eh bien, j'ai pas trouvé de réponse formelle, mais j'ai peut-être une piste et c'est lié justement à l'efficience des marchés. Pourquoi? Parce que normalement, c'est pas du tout censé marcher ce truc de sell in and go away, parce que c'est trop simple et donc ça peut être facilement arbitré. S'il y a des arbitrages aussi simples, c'est vite compensé par d'autres qui prennent le revers de ce thème-là. Donc, c'est pas censé marcher. Et pourquoi ça marche en Europe? Pourquoi les marchés seraient donc moins efficient en Europe qu'aux US, je pense que c'est potentiellement lié au volume de transactions. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le plus gros ETF Eurostoxx 600 et un des plus gros ETF du Standard & Poor's 500 et j'ai comparé les volumes journaliers. Et il n'y a pas photo, effectivement, il y a 10 fois plus de volume sur le Standard & Poor's 500 que sur le Stoxx 600. Vous pouvez s'en douter, mais au moins là, ça te donne une idée d'un ordre de grandeur de cet écart-là. Quand même, 10 fois, c'est pas 2 fois, c'est pas 3 fois, c'est 10 fois, c'est quand même pas rien. Et donc là où je veux en venir, et là où c'est peut-être le plus intéressant dans cette vidéo, c'est que potentiellement, il y a des opportunités pour essayer de timer le marché, ou voilà, des opportunités où le marché serait moins efficient, si les volumes sont moindres. C'est-à-dire que si tu as moins de volume sur un marché, sur un ETF, sur une action, potentiellement il y a des opportunités d'arbitrage. En tout cas, si tu fais de l'analyse, que ce soit de l'analyse technique ou même de l'analyse des fondamentaux, c'est là où tu aurais peut-être le plus d'opportunités parce que les marchés sont moins efficients. Je prends un parallèle par exemple avec les paris sportifs. Moi j'ai fait un peu de paris sportifs il y a longtemps maintenant. Je pariais sur Pinacle, l'un des meilleurs sites de paris sportifs en ligne. Et sur des marchés de niche, par exemple les marchés comme le badminton où il y avait beaucoup moins de volume de transactions, la limite de mise était beaucoup plus basse que par exemple sur le football. Pinacle savait très bien qu'ils étaient beaucoup moins efficaces à mettre une bonne cote. Et donc là je me dis que c'est potentiellement pareil avec les marchés. Quand les volumes sont moindres, il y a potentiellement des opportunités à aller faire des bons trades. Mais cependant, il y a deux points sur lesquels il faut que tu fasses attention avec cette technique-là sur les volumes, c'est que plus les volumes seront faibles et moins il y aura de liquidité. Donc si tu as des gros montants à investir, tu auras potentiellement du mal à rentrer sur le marché et surtout d'en sortir. Et le deuxième point, c'est aussi concernant les spreads. Moins il y a de volume, moins il y a de liquidité et plus les spreads sont grands. Donc il faudrait que tu arrives à compenser un petit peu ces frais supplémentaires qui vont s'ajouter. Alors moi, dans tout ça, qu'est-ce que je vais faire? En réalité, je vais pas changer ma stratégie d'investissement. Je vais rester sur une stratégie purement DCA, comme on l'a vu, ça bat pas le DCA. C'est quand même plus simple à mettre en place le DCA. Moi, je préfère focus mon temps et mon énergie sur autre chose. Mais si toi, tu es très intéressé, en tout cas, je pense qu'il y a une piste à exploiter avec les volumes. Et puis aussi, côté psychologie, plus une stratégie sera active, plus elle va mettre ta psychologie à rude épreuve. Et donc moi, en ce qui me concerne, je parle que pour moi, bien sûr, je préfère éviter d'aller sur ces terrains-là, même si c'est super intéressant. Tu peux apprendre beaucoup de choses, je pense, même si tu perds un peu d'argent. Voilà, moi, si je le faisais, je modulerais un petit peu les montants maintenant. Mais voilà, en tout cas, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu penses que cette différence US-Europe est due au volume ou à autre chose? Ça m'intéresse. Moi, je te donne une piste. J'affirme en rien que c'est à cause de ça, mais bon, je ne serais pas surpris que ça soit le cas. Et on va se quitter là. Allez, à la prochaine.